fallait qu'un gars comme Sassou ne peut pas être panafricain. Le panafricanisme commence tout d'abord par son propre pays à unir toutes les tribus qui sont là, dans une même terre, sans distinction. Et voilà, c'est ça le panafricanisme. Déjà, un peuple lié intérieurement qui peut faire face à l'étranger, comme maintenant au Niger. Donc voilà, comme au Burkina, comme au Mali. Donc voilà, je terminais par là, on dit que non, le dernier sujet qu'il a pris, qu'il est panafricaniste, il n'est pas panafricaniste. C'est quelqu'un de la division, il vient pour diviser son peuple, et puis voilà. Et c'est tout, bon voilà, Que le peuple congolais sache que nous devons faire pression à la France, qui continue de soutenir les dictatures, qui continue d'empêcher les Africains de s'émanciper, d'évoluer, en favorisant les élections truquées. Et comme ce qui va se passer au Gabon, avec un président malade, inapte et pratiquement incapable, qui est dans l'incapacité de diriger son pays, puisqu'il avait reconnu même lui-même. Et aujourd'hui, Macron s'apprête à aller soutenir encore Sassou Nguesso, le criminel, qui n'arrive pas à libérer des prisonniers politiques. Ça, c'est important. Et on ne peut pas aujourd'hui soutenir quelqu'un qui ne respecte pas l'environnement. Il est allé faire du tourisme au Brésil pour soutenir la forêt amazonienne, hein, pour prévenir, pour protéger la forêt amazonienne, mais les forêts chez nous ne sont pas protégées. Aujourd'hui, il y a une déforestation qui est importante. Ce que j'ai appelé dans mon ouvrage, il y a l'écocide, le crime contre justement l'environnement. Moi, je dirais tout simplement ceci. Le Congo va mal, il va très mal. À nous de le sauver. Personne d'autre ne le paiera à notre place. Et c'est pour ça que je dirais vraiment merci beaucoup qu'on ait fait cette émission. C'est pour éclairer certains de nos concitoyens qui ne savent pas ou qui ignorent ce qui nous attend. Ce qui nous attend parce que le monsieur qui est là, il n'est pas congolais. Vous avez vu, il est allé à Yamoussoukro, où il a été couronné. Vous pouvez imaginer un gars du sud aller en Côte d'Ivoire qui soit couronné comme l'a été Sassou? Non. Et ça aurait été dans d'autres pays, il ne mettrait même plus pied au Congo parce que nous avons besoin d'un Congolais, un vrai Congolais qui aime son pays. Pas ce genre de Sassou. Pas le genre de Sassou. Et une fois de plus, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de prendre à bas le corps ce problème de vente de terre parce que c'est pour une première fois, Massamba Deba était là, Youlou, je venais de le dire tantôt, ils n'ont jamais vendu même un carré de terre. Et là, qu'il fait, c'est Sassou. Et curieusement, pourquoi il n'a pas amené ces Rwandais à Oyo? Parce qu'il n'y a pas assez de place, non? Parce que tout simplement, il veut à tout prix faire de nous des esclaves dans notre pays. Alors ça, c'est inadmissible. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez allés. Bonsoir et bonjour, chères auditrices et auditeurs. Au lendemain donc de
la célébration des 63 ans de l'indépendance du Congo et notamment également de l'Ascension, j'ai comme invité Victor Matondo, le patriarche, comme d'ailleurs Fernand Dalla, qui va être avec nous, qu'on a annoncé il y a quelques jours, le jour du 15 août. Je suis donc en ligne avec le patriarche Victor Matondo, que je salue. Bonjour Yatondo. Bonjour maître, bonjour. Bon, et je salue également Fernand Dalla, qui était déjà annoncé depuis longtemps. Bonjour Fernand. Bonjour maître Massengo Thiassé. Bon. Ça fait un grand plaisir de t'avoir au téléphone. Merci. Bon, en tout cas, c'est une émission, comme d'habitude, à bâton rompu, sur l'actualité. Et je vous donne la parole parce qu'après tout, c'est à vous de vous exprimer à notre chaîne FRTDH, Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme. Alors, je donne la parole d'abord au doyen patriarche Victor Matondo pour lui demander d'abord comment il va, sa santé, parce que c'est d'abord ça qui est en priorité. Comment vas-tu Bonjour maître, bonjour mon cher cadet Fernand. Oui. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Et il était temps qu'on se retrouve parce que entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et certainement, certains Congolais qui ne sont pas informés. Et là, ce sera une occasion d'en parler. Et vraiment, merci beaucoup, maître Massengo Thiassé, d'avoir pris cette initiative. Donc, je ne peux que te remercier. Et voilà. Vous pouvez parler, hein, parce que je vous donne la parole pour vous exprimer, parce que c'est à vous de dire ce que vous pensez sur l'actualité. Et comme d'ailleurs vous êtes au courant, l'actualité de ce moment, c'est la fameuse, la pseudo élection des sénateurs. La nomination des sénateurs, parce que ce n'est pas une élection, la nomination ou la désignation des sénateurs au Congo. Je voulais également vous donner les dernières nouvelles en ce qui concerne l'élection sénatoriale, ce qu'on appelle aujourd'hui les nominations au Sénat. À Brazzaville, donc, il y a Ngolo qui a eu 100%, Ndongo qui a eu également 100%, Adoua 98%, Kourissa 92%, Andrea Sassou 69%, Lometo 63%, et on nous donne aussi une information sur Ngouanou, le président par intérim du DH Yuki. En tout cas, Ngouanou a été nommé donc le seul conseiller Yuki retenu à Makelekele, alors que Yuki en réalité est sorti au premier tour des élections législatives et locales de 2022 sur les 4 circonscriptions de Makelekele. Comment est-ce que c'est possible? Écrit d'ailleurs quelqu'un qui m'envoie ce message. Alors que Bakongo a donné 5 conseillers avec une seule circonscription, Bakongo 1, dès le premier tour. Alors qu'est-ce qu'on va conclure? Que Ngouanou a vendu plusieurs postes de conseiller au PCT à Makelekele pour obtenir quoi du PCT? Donc les gens, ils disent qu'ils ne sont pas dupes et pourtant, il est toujours prêt à vendre Yuki. Donc voilà les messages qu'on a reçus. Et là encore,
je ne vais pas tout lire, puisque nous sommes en émission. Ngouanou, c'est l'homme a tout fait pour le PCT sans obtenir de bénéfices au retour. Parce que Ngouanou est là justement pour peut-être ridiculiser les militants de Yoku UDH. Et puis l'autre information aussi qu'il faut retenir dans les dernières nouvelles Sassoulantes, il y a quelqu'un qui a écrit que Sassou est en train de réaménager son équipe et justement renforcé par toujours la tribu. Et ça, c'est vraiment pas normal. Comme le disait le général Jean-Marie Michel Mokoko, un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Donc le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Donc, ce que disait le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est toujours détenu en prison, et aujourd'hui, nous continuons à lancer cet appel auprès des Français et à Macron qui tient à aller au Congo, je ne sais pas pour faire quoi, pour encore renforcer la dictature de Sassou, alors qu'au moment où les Africains veulent plus de liberté. Bien. Ça, vous allez peut-être en parler avec certaines précisions. Mais en tout cas, c'est un débat à bâton rompu, il y a eu beaucoup de choses. Et nous allons parler aussi de la cession des terres du Congo au Rwanda. Vous avez la parole. Bon, maître, moi je voulais, je voulais tout juste dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent, hein, qui aujourd'hui, je suis là, je suis là parce que j'avais un temps qui était là pour faire autre chose, quoi. Voilà, j'étais toujours dans mes écrits, dans la réflexion pour le Congo-Brazzaville, a fait que ce pays ne soit pas comme nous le voyons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une autre forme de pensée parce qu'il y a, avec l'actualité qui se passe en Afrique, le plus souvent, les mouvements qui y sont, où le continent se réveille, où les peuples se mettent au devant, et avec cette armée qui est en train de suivre le peuple, de vouloir réaliser ce que le peuple veut. Et donc il y a vraiment un bouleversement quand l'Afrique devient le grand chantier de peut-être du 22e siècle ou bien du 21e siècle, voilà. Et on a beaucoup à se dire, notamment sur notre propre pays, hein, sur les 63 ans d'indépendance du Congo-Brazzaville. Donc on a beaucoup à se dire et surtout de préciser cet événement, en quoi cet événement est en nous très important. Voilà. Bon, merci. J'ai suivi longuement. En tout cas, tu as planté le décor, comme on dit. Alors, c'est peut-être au doyen Matondo de rebondir sur cet aspect de l'actualité. Eh bien, moi, je reviendrai sur cette fameuse vente des terres aux Rwandais. Mais je vais rappeler aux Congolais, en 1964, quand Tshombe va expulser les Congolais du Congo-Brazza, le gouvernement de Massamba Deba aura une idée géniale et sortira des terres ce qu'on appelait la ferme avicole de Combé. Et lorsque j'entends dire Sassou comme quoi les Congolais c'est des fainéants, alors
je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Vendre les terres, si vraiment Sassou Nguesso aimait bien le pays, s'il était bien, vraiment s'il était congolais, il ne ferait pas ce qu'il venait de faire. Il y a plein de jeunes qui sont au chômage, qui n'ont jamais travaillé. Qu'est-ce que pour quelqu'un qui aime qui aime le Congo, mais ce serait facile. Envoyer ces jeunes qui traînent à Brazzaville ou dans les villages en formation, et puis faire naître la ferme, l'agriculture au Congo, et puis l'autosuffisance. Ces Rwandais, soi-disant des agriculteurs, moi je dis, ce n'est pas des agriculteurs, c'est tout simplement les gens qui sont là, qui seront là pour protéger le pouvoir de Sassou. Et à la fin, les Congolais ne seront plus chez eux, comme ils seraient des étrangers. Non, mais... Je le dis pourquoi, parce que la République démocratique du Congo avait fait cette expérience en accordant vraiment l'entrée des Rwandais au Congo sans visa. C'est-à-dire, les avions partaient de Kigali bien pleins, et quand ils partaient de Kigali et bien plein, je disais tout tantôt, et quand ils repartaient, faisaient le sens inverse, les avions étaient vides et tous les Rwandais restaient au Congo. Et c'est ce qui va se passer. Pour cela, je dis ceci, il est temps que les Congolais se lèvent. Que les Congolais se lèvent, qu'ils se lèvent, parce que sinon, ça sera trop tard. Et ça, je le dis aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, et de la façon dont vont les choses, eh bien, le Congolais n'aura plus rien. Déjà, au moment où nous parlons là, il y a nos amis les Ouest-Africains qui sont au Congo. Quand tu as un litige avec un Ouest-Africain, mais si tu ne fais pas attention, c'est toi qui vas rester au commissariat. Donc, ça saute tout simplement. Et en faisant venir les Rwandais au Congo, une façon de continuer son opération, moi, pourquoi il y a eu les massacres au Pour? On a fait telle sorte que ces gens-là puissent aller ailleurs parce que il devenait invivable, il devenait difficile de vivre dans des lieux comme ce, dans les villages où ils sont nés d'ailleurs. Donc on nous dit exactement les Rwandais qui vont venir au Congo, soi-disant des agriculteurs, quelle culture ils vont faire. Alors, donc ça c'est une question qui... je ne suis pas le seul à être inquiet. Mais je ne fais pas d'être inquiet, mais il faut dénoncer tout cela. Il faut dénoncer tout cela. Donc, nous, de notre côté, moi de mon côté particulièrement, je suis avec la convergence 92 de Maître Ganga. Dommage que d'autres compatriotes ne nous ont pas rejoints depuis que nous avons commencé nos activités. Parce que tout simplement, il y a ceux qui vont à Brazza, ils ne voudraient pas avoir des problèmes avec le pouvoir sanguinaire de Sassou. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Donc, nous continuons cette discussion à bateau rompu, et puis on pourra parler d'autre chose. Voilà. Non, mais la parole est à Fernand Dalla sur ce sujet. Sur ce sujet, bon, moi je voulais dire, mais c'est pas un parti qui fait 8% sur la population totale du Congo qui peut céder.
la question de la souveraineté d'un pays ne se fait pas à la présidence de la République. Ça, en fait, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un bouleversement qui veut se faire en Afrique centrale. C'est quelque chose qui a été médité par l'Occident depuis longtemps. Ce que nous voyons en Afrique de l'Ouest, c'est la déstabilisation de l'Afrique, de toute l'Afrique. Commençons par là-bas. Ça a commencé peut-être en Algérie avec les djihadistes quand ils ont commencé. C'est venu en Afrique de l'Ouest. Donc il faut bouleverser tous ces ensembles qui ont eu une certaine stabilité territoriale afin que les peuples ne soient plus en paix. Et que certains qui jouent ce rôle-là, ils le fassent. La question sur la terre, c'est une question très importante. Nous devons repartir au traité de Makoko, qui n'était pas un traité, hein. Et quand il est venu, je ne sais pas les termes, oui, ils ont pu, comment on appelle, contracter avec De Brazza. Donc c'était un langage de sourds. Peut-être que Makoko ne comprenait pas ce que disait De Brazza en français et tout ça. Et il lui a cédé. Céder, en fait, c'est pas un droit inaliénable, hein, de dire que si on me cède, je deviens le propriétaire. Et c'est très difficile que, venant de loin, que tu te fasses propriétaire d'une terre inconnue qui n'est pas à toi. Et ce qui fait que dans la même démarche, De Brazza pensait que partout où il irait, il n'y aura pas une contestation. Il est arrivé au bout. Oui, il y a un vaillant général qui était Mabiala Manganga qui lui a dit, écoute, nous, on ne cède pas la terre. La terre est une propriété inaliénable qui appartient à ceux qui y sont. Ce que vous avez signé à Ambé n'est pas valable chez nous. Ce qui fait que si vous voulez, nous devons voir pourquoi nous devons collaborer avec vous. Et De Brazza a transmis à la métropole que ces gens-là que j'ai rencontrés, ce sont des hommes de raison. Ce sont des hommes qui ne peuvent pas céder à ce que nous voulons comme nous l'avons eu à Mbé. Et à partir de là, ils ont lancé une guerre contre toute la région du Sud. Et à ce moment-là, il y a eu dans le pool une contestation et une guerre avec eux qui était très difficile. Marchand et les autres sont venus combattre et brûler les villages et tout ça. Il y a eu une très grande résistance de la Barbin. Partout où il y a toujours ce genre de choses, il y a toujours des traîtres. Donc, Mabiala Manganga avait été trahi du lieu du refuge où ils allaient se replier avant de réattaquer l'ennemi. Donc, c'était aux grottes de Lufulakari. Certains des nôtres avaient trahi, dit que non, voilà, il se retrouvait là. Et c'est pour ça qu'il avait été capturé. Mais la résistance, elle a été forte, hein. C'est ce qui fait que il n'y a aucun référendum n'a été fait dans les régions. Il n'y a eu aucune, aucune explication. Des choses qui se décident dans un milieu donné, parce que si on regarde bien ce parti qui, en fait, moi j'appelle, c'est un parti carcasse, hein, qui n'existe pas depuis qu'ils avaient tué le fondateur du parti, Marien Ngouabi. C'est un parti criminel qui est là. Et ce qui fait que quand ce monsieur-là voulait changer la constitution en 2013-2014, il avait mené une campagne du changement, qu'il fallait qu'on change, le pays n'était plus cela, donc il y avait des exigences. Il est passé région par région. Mais pourquoi il l'a pas fait pour cela? Parce que ça, c'est, en fait, ce n'est plus l'existence du Congo qui est. Là, nous parlons plus du Congo, nous parlons d'un gars qui n'a aucun droit, qui vient détruire le socle du pays Congo. Hein? Le Congo ne peut ni accepter, parce qu'il a les armes. Bon, ça c'est une petite chose d'avoir des armes, avec tout ce qui se passe, avec le panafricanisme où les gens disent que non,
les gens doivent être autonomes chez eux. Le problème de l'autonomie des peuples chez eux, de disposer de leur propre terre et d'en faire un usage qui est un usage particulier qu'ils veulent. Donc il n'y a aucun homme qui vient de là-bas, mais pourquoi il n'a pas cédé au Yo ou bien le nord de la République au Rwandais? Pourquoi il n'a pas cédé? Pourquoi il vient donner les terres les plus fertiles et importantes du pays à c'est un acte qui est nul. Et c'est là où nous devons juger la politique néfaste de cet homme et qui joue les valets de l'impérialisme, que ce soit l'impérialisme français à la tête des grandes multinationales ou bien pour les Américains, parce que c'est un plan de déstabilisation de l'Afrique centrale. Et à travers un président mercenaire qui est Kagame, Kagame qui veut, bon, le poule a la même superficie que le Rwanda. Non, non, non. Ce qui fait que... Attends. Le poule est plus grand que le Rwanda. Ah, mais donc, Rwanda, oui, mais je disais, bon, le poule est plus grand que le Rwanda. Donc, ce qui fait que on ne peut pas céder quelque chose comme ça. C'est un acte donc, qui n'a pas de valeur. Le PCT ne représente que 8% peut-être dans le suffrage du peuple congolais. Donc, un tel parti qui n'est pas légitime ne peut pas céder. C'est un acte où il faut saisir même il n'y a pas eu la procédure régulière du dépôt, comment on appelle, du projet de loi à l'Assemblée nationale, la discussion à l'Assemblée nationale et le passage au Sénat, et après se réunir en congrès. Après la procédure de la réunion au congrès, à ce moment-là, le congrès va donner, bon, le congrès qui va donner, c'est un congrès PCT, c'est pas le congrès de la nation. Et après, on soumet ce texte au référendum. De toute façon, ce que tu dis, Fernand, est juste, c'est connu, que ces terres ont été cédées ou vendues en toute illégalité. C'est illégitime, c'est contraire juste aux lois de la République et aux textes internationaux. Donc ça, les Congolais doivent se mettre ça en tête, que tôt ou tard, nous allons donc récupérer ces terres. Le problème, c'est qu'il faudrait avoir une stratégie pour apeurer justement ces nouveaux, comment on dit, ces néocolons, parce qu'ils viennent en colons. Il faut dire aussi, ça soit dominé. Vous voyez par exemple des images qui sont des images pratiquement fortes et scandaleuses. Quand on voit Sassou avec une Rwandaise à ses côtés à toutes les rencontres internationales. Et cette femme est devenue pratiquement une conseillère attitrée à la présidence de la République. Voilà une intrusion déjà des Rwandais dans l'appareil dirigeant du pays. Donc, ça c'est important, il faut le dénoncer. Il faut plutôt inciter les Congolais à faire un sabotage, à faire par tous les moyens, même cette femme, là où elle vit et tout, qu'elle soit gardée par nos soldats ou pas, mais on peut effectivement la faire disparaître. Il faut le dire, parce que c'est ça aussi le combat. Bon, on me dira, oui, vous prenez la violence, c'est pas la violence. Je crois que quand un peuple ne peut pas faire valoir ses droits d'une façon pacifique, il use de tous les moyens. Et je le dis toujours, je suis un spécialiste du droit international des droits de l'homme, et je sais que dans les droits de l'homme, il y a également l'expression de la violence. Et la violence là, c'est quoi? C'est lorsque on ne peut pas faire valoir ses droits d'une façon pacifique, notamment par les marches, les revendications, les grèves et la contestation légale, mais on passe par la violence. C'est pour cela justement on parle de révolution. Les révolutions, il y a des révolutions qui ont été pacifiques, il y a des révolutions qui ont été tout à fait violentes. Donc les droits de l'homme aussi suivent cette donne. Je pense que... voilà. Oui, maître. Oui. Maître, je voulais beaucoup continuer sur cette question en parlant historiquement de la terre. Vous avez le conflit qui est israélo-palestinien, de la terre, de cette dispute qui est continuelle. Voilà. Qui est continuelle. La terre, on ne blague pas avec la terre. En Afrique du Sud, il y a eu un moment, les Boers qui étaient chassés de chez eux par le roi
Guillaume II peut-être de Hollande, plus les Huguenots, ces protestants qui avaient quitté la Bretagne, qui sont allés... Non, la Hollande aussi. Oui, la Hollande, j'ai parlé de la Hollande, les Hollandais qui étaient les Boers, oui. Plus les Huguenots qui étaient de la Bretagne, on leur a cédé une partie en cas d'hospitalité en Afrique du Sud. Bon, on a vu comment, de plus en plus, ils ont utilisé les armes pour asservir le peuple sud-africain. Eh bien, il y a eu un combat où Tshaka Zulu a battu l'armée anglaise en 1895. Et cette bataille où Tshaka Zulu avait pris le devant sur l'armée anglaise et qui a emmené en Angleterre la première motion de censure du gouvernement d'Israël qui était le premier ministre anglais. Et c'est là où il y a eu la première responsabilité parlementaire d'un premier ministre qui était tombé. Donc en Afrique du Sud, les gens l'ont combattu. On a vu la question au niveau de la Rhodésie, au Zimbabwe, comment ça se pose. Et aujourd'hui encore, en Afrique du Sud, il y a le problème de la réforme agraire, où les Noirs n'ont pas de terre, leurs terres les plus fertiles ont été prises par des Blancs. Et ça, c'est un problème qui est très difficile, dont le gouvernement sud-africain n'arrive pas à résoudre. Donc le problème de la terre, on ne le cède pas. La terre, c'est le lieu où l'on dort, c'est le lieu où on fait des rêves, c'est le lieu où on cultive, c'est le lieu où on bâtit, c'est le lieu où on a ses souvenirs. Voilà, quand j'étais là-bas, quand je marchais, quand je partais. Donc la terre, si ce monsieur, bon, dont on dit qu'il n'est pas originaire du Congo-Brazzaville, ne peut que agir comme ça. Donc c'est un homme qui est étranger à la terre, il ne connaît pas la terre. Parce qu'il ne sait pas planter, mettre une graine sous la terre et attendre, être patient. Être patient, parce que la terre, c'est quelque chose dont il n'y a pas d'amusement dans la terre. C'est ce que j'ai vu, c'est en fait, il prend un enfant qui ne connaît historiquement rien du Congo-Brazzaville. Tu vois? Donc on ne saute pas de la pirogue à la voiture sans passer par le vélo. Donc ce sont des gens qui ne sont pas tout d'abord des patriotes, parce que un patriote, il aime la terre. Parce que la première des choses, c'est ce que Dieu nous a donné au jardin d'Éden, voilà. Dominez et multipliez-vous. Donc ayez la connaissance dans le multiple que je vous ai donné. Ce multiple-là suppose que tu aies la connaissance. Qu'est-ce qu'il y a? Quels sont les arbres qu'il y a? Donc ce Sassou Nguesso là qui est venu détruire, qui a comment on appelle, détruit les arbres fruitiers aux poules, qui a brûlé, qui a empoisonné les cours d'eau, qui se dit champion de l'écologie. Et il continue de les empoisonner d'ailleurs. Qui continue parce qu'il faudrait qu'on revienne. Voilà. Faudrait qu'on revienne justement sur la situation qui s'est passée à Dolisie, dans le Niari, où il y a eu des morts subites, une intoxication des populations. Et ça, on n'en parle pas. Hein, c'est comme si on a occulté cette question pour passer maintenant aux élections. On ne sait pas qu'est-ce que deviennent ces populations des pays du Niari. Est-ce que cette épidémie a été endiguée? On ne sait pas. Et c'est tout ça que nous devons parler, parce que la politique du PCT, c'est quoi? Lorsqu'il y a un événement, on fait tout pour l'occulter, pour passer à autre chose. Je continue, donc je te laisse continuer plutôt. Oui, mais parce que, maître, c'est un pays inexistant. Il n'y a pas de fondement. Dont on disait l'indépendance, cette indépendance dont on parle aujourd'hui, c'est 63 ans. Mais parce que le socle qui devait construire ce pays, on l'a saboté. On l'a saboté quand l'abbé Fulbert Youlou, dans sa marche, prenant la mairie de Brazzaville, marchant pour avancer la primature, de transition en transition, nous sommes arrivés à l'indépendance. Mais cette indépendance, il y a eu une association de tous. Le président Youlou a rassemblé les grands comme Tchikaya,
Opango. Et donc, ce pays est né dans un accord commun des trois dirigeants disant, voilà, nous faisons naître le Congo. Et comment le Congo doit marcher. Donc, nous avons eu une constitution démocratique qui était la maison du Congo. Cette maison-là qui était une maison démocratique. Maintenant, dans cette marche où le Congo est un bébé, il faut primordialement mettre le droit au devant de cela. Donc, c'est un homme de culture, l'abbé Fulbert Hulot, qui va y être à la tête de cet État, petit à petit, qui commence à le fonder. Mais l'abbé Fulbert Hulot va constater qu'il n'y a pas une bonne volonté du côté de la France de vouloir aller dans ce qu'il dit dans la devise du Congo, le progrès. Maintenant, dans sa connaissance des choses, il faut aller s'ouvrir à d'autres partenaires. C'est là où justement, les États-Unis. Voilà, il a fait son premier voyage aux États-Unis. Bon, son premier voyage c'était dans la France, quand il est venu saluer le général de Gaulle pour le remercier. Vous avez tous vu cette image au forum parce que nous avons fait cette évocation. Et ensuite, il s'est rendu aux États-Unis où il a été reçu d'abord par le président Eisenhower en fin de mandat et après par le John Fitzgerald Kennedy en 61. Ça, c'est important. Oui. Et c'était justement pour élargir, si tu veux, le partenariat du Congo avec d'autres puissances. Voilà. Oui, c'est ce que je le dis, parce que le président Hulot, en changeant, en diversifiant les partenaires, la Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le président Hulot voulait doter le Congo d'un socle, d'un socle technique qui devait l'emmener loin. Donc il a fallu coopérer avec ces pays qui avaient annoncé le futur de leur pays. Et c'est là, il y avait Israël aussi. Avec Israël, c'était la question dont on parle aujourd'hui de la terre, des kibbutz. Donc la première expérience des kibbutz, on devait le lancer au Congo-Brazzaville. Oui, donc on a commencé je peux te certifier, parce que dans le programme de Fulbert Hulot, lorsque en mai 1957, il a été désigné comme ministre de l'Agriculture dans le gouvernement dirigé par, en fait, c'était un Français en blanc, oui. Mais celui qui était vice-président du Conseil, qu'on peut appeler Premier ministre, c'était Jacques Opango. Donc le premier, oui. Jacques Opango, et après il y avait Fulbert Hulot, qui était ministre de l'Agriculture, de l'élevage et des eaux et forêts et tout. En tout cas, il faut le dire parce que c'est Hulot qui donne des bases. Et je pense que tu connais cette question. Comment il a bâti... Sillonner tout le pays. Et je te laisse témoigner de cela. Je te laisse témoigner. Le président Hulot, à cette époque, ministre de l'Agriculture, il a sillonné tout le pays. Il allait à chaque canton, il donnait au chef du village une arme plus du sel. C'était une façon fraternelle d'annoncer qu'il est là et qu'il respecte les mannes de chaque coin. C'est à partir de là qu'il a compris comment on devait développer par la terre le Congo. Et dans son plan, il a été mis que la vallée du Niari, c'était vraiment le grenier du Congo. Le grenier. Oui, on devait mettre l'ananas en boîte, la moimbe en boîte, la pâte d'arachide, tous ces projets que Hulot avait fait, donc Paul Kaya a ramené en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui, c'est vrai. C'est ce que justement, c'est pour cela que je dis, Sassou est d'une certaine, il faut le dire, quand je qualifie, les gens ne sont peut-être pas d'accord, certains, mais c'est d'une certaine imbécilité. Parce que lorsqu'on revient en 97,
il forme un gouvernement de technocrates. Et parmi ces technocrates, il y a Paul Kaya, celui qui a été exilé sous Massamba Deba et qui est allé donc donner le plan de Youlou à Houphouët-Boigny. Et c'est ce plan de Youlou qu'Houphouët-Boigny a exploité. Ce personnage revient au Congo après une guerre, parce que Paul Kaya a fui le pays apeuré par l'Issouba, il faut le dire, parce qu'il voulait être le seul coq dans la vallée du Niari et il négligeait les autres alors qu'il avait... Est-ce que maître, je peux te compléter? Oui, bien sûr. Dans ce que tu dis, parce que quand à la chute du président Youlou, hein, il y a eu un débat. Faut-il continuer à appliquer le programme du président Youlou ou pas? Et donc, dans le débat qu'il y a eu, l'Issouba et Paul Kaya avait triomphé. Paul Kaya a dit que nous devons continuer ce plan adopté, que ce soit par le Parlement, le plan de Fulbert Youlou. C'est ça qui devait faire avancer le Congo. Voilà. Et l'Issouba a été mise en minorité. Pour l'Issouba, non, il fallait créer les offices. Hein. La nationalisation des moyens de production, ce qui fait que quand il a annoncé la nationalisation des moyens de production, tous les capitaux qui devaient investir au Congo ont tous pris. Tu vois? Et à ce moment-là, quand il s'est senti incompétent face à Paul Kaya, il a voulu l'élimination de Paul Kaya. Voilà. Et Paul Kaya, on l'a fait fuir vite par Kinshasa dans un cercueil. Et à ce moment, arrivé à Kinshasa, Houphouët-Boigny, ayant entendu cela, il a vite fait, il a appelé Paul Kaya de venir à ses côtés. Donc les patrons de la modernisation de la Côte d'Ivoire, c'est Paul Kaya et le président Konan Bédié qui vient de mourir parce qu'il a confié à Paul Kaya et à Konan Bédié la modernisation de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Avant de rappeler d'ailleurs Ouattara, qui était un Burkinabé, et qu'il a trouvé correct à l'époque, parce qu'on parlait de la RDA, c'est-à-dire le Rassemblement démocratique africain. Donc tous les Africains, c'est comme ce qu'avait fait Youlou. Youlou a eu également dans son entourage beaucoup d'Africains, de panafricanistes, parce qu'ils avaient une âme panafricaniste au départ. Voilà. Oui, maître, c'est pour te dire que les bases, les fondements de notre pays ont été sapés. Parce qu'il faut dire de cette France-Afrique, donc tu es allé voir le domaine à Colombie, les deux églises, hein, nous montrons dans quel domaine est le président, l'ancien président de Gaulle. Et le président Youlou aussi, à cette époque, avec les reportages que tu nous as fait passer, qui étaient des reportages très excellents, le domaine de Madibou était acheté par deux commerçants du Poul, qui étaient le commerçant Tamakumbu, oui, et notre grand-père Jacob Mabilangana. C'est eux qui ont acheté Madibou pour l'offrir à Youlou. Parce que Youlou a été le candidat du peuple. C'est le peuple qui est allé prendre Youlou. Quand Youlou dit que c'est vous qui êtes venu me prendre, moi, en étant vous êtes venu me prendre, vous m'avez donné ce mandat d'être votre serviteur. Il a dit Noéni. Noéni, ça veut dire, il a entrepris, il a réfléchi, il s'est débattu et il a trouvé des solutions. Et ces solutions, il les a proposées. Mais comme il était trop avant-gardiste, beaucoup ne comprenaient pas. Bon, la contradiction fondamentale, il y a eu avec Lazare Matsokota. Lazare Matsokota pensait que les accords de 1960, on ne devait pas les parapher. Et qu'il fallait laisser aux colonies au moins 5 ans de gouvernance. Après, on devait signer les accords avec les Français. Mais c'était une utopie. Oui, bien sûr. Non, mais il faut le dire quand même, il faut le dire avec le recul, il faut le dire que nous avons eu des anciens qui étaient très limités, qui étaient très enthousiastes, parce qu'avec ce que nous avons pu connaître, avec la connaissance que nous avons aujourd'hui, on peut dire oui, ils se sont trompés, parce que la démarche de Youlou était la démarche qu'il fallait suivre.
Peut-être parce que, en tant que prêtre, c'est un homme qui écoute et qui, après, réfléchit. C'est là l'intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens se disent, je suis un intellectuel. Non. L'intellectuel, c'est la personne qui pose la question et qui trouve la solution. Il s'interroge et après, il remédie à ce qu'il a vu ou à ce qui ne va pas et tout. Or, aujourd'hui, nombreux se disent intellectuels, ceux qui parlent d'une façon oiseuse, comme ça et tout. Et ça a été justement le cas de certains nombres de nos anciens qui n'ont pas compris par enthousiasme, qui voulaient justement barrer la route à Youlou, qui avait un plan détaillé. Et un plan détaillé, et c'est pour cela d'ailleurs Youlou n'a pas privilégié justement l'exploitation du pétrole. Le pétrole du Congo qui a été en fait trouvé, parce qu'on découvre le pétrole du Congo en 1936 au large de Pointe-Noire. Donc on était avant sur la période coloniale. Et c'est là où, quand Mitterrand passe ministre de l'Intérieur, nous sommes un territoire français, ministre de l'Intérieur, et ils ont vu cet aspect. Et c'est cet aspect que finalement De Gaulle va exploiter. Parce que lorsqu'on dit oui, De Gaulle a été... Non, la décolonisation a été faussée par les socialistes, c'est-à-dire le gouvernement où il y avait comme ministre de l'Intérieur Gaston Defferre, François Mitterrand et autres. Voilà, pour ne citer que ça. Et comment on appelle, je crois que l'autre n'a pas duré longtemps, comment on appelle celui qui était Mendès France. Ah, Mendès France. Oui, oui, Mendès France. Oui. Parce que, en fait, maître, ce que je voulais te rappeler, parce que, en fait, la colonisation, avec le travail de sable qu'ils ont fait, la destruction et tout ça, l'arrestation de Matua, tout ce Matua qui disait qu'on devait abolir le code de l'indigénat, et ça portait une marque à tous les citoyens, à tous les autochtones. Ce qui fait que la génération de Lazare Matsokota qui va venir, c'est une génération qui est contre le colonialisme. Donc c'est une génération qui est à gauche. Oui, mais ils avaient peut-être raison, mais c'est dit que ça, ils avaient peut-être raison, mais ils se sont précipités sans comprendre que la personne qui vous cède l'indépendance avait aussi le droit de chercher à gagner. Parce que c'est là où justement cette compensation qu'ils voulaient, on vous a donné un certain nombre d'infrastructures. Nous aussi, en retour, nous devons bénéficier de ce que vous avez. Donc, c'est le sous-sol africain qui devait exploiter. C'est là où ils devaient mettre des clauses. Et ces clauses-là n'ont pas été respectées. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois, nous voyons l'actualité, quand je vois les Africains aller dans les bras des Russes ou des Chinois, et c'est la même chose. Les Chinois ne viendront pas pour leurs beaux yeux, pour leur non, mais ils vont pas dans les ils vont pas dans les bras. Aujourd'hui, c'est comme c'est pareil comme en 1960. Toute cette génération, quand ils vont venir faire des études ici, les Senghor, les Césaire, ils étaient bafoués, on les appelait des nègres, tout ça. Ouais, on avait moins du respect pour ces étudiants noirs qui venaient, on disait qu'ils n'avaient pas le droit à aller à l'école. Et c'est là où les Sédar Senghor et Aimé Césaire ont lancé la négritude. Disons que nous sommes noirs, nous acceptons d'être noirs, mais nous voulons aller dans l'universel. Donc vous ne pouvez pas nous exclure l'universel. Ce qui fait que la deuxième génération qui est venue, cette génération de Lazare Matsokota, c'est une génération qui va contester, qui est de la Féance, qui va contester la façon dont la France gérait cela. Et à un moment donné, ils ont constaté qu'aussi, dans la contestation, qu'il fallait aussi une certaine modération. Et donc, Matsokota, en 63, a eu une modération, parce qu'ils se sont dit, l'erreur qu'ils ont pu faire, c'est de ne pas rentrer dans l'UDDA. Là, on avait longuement discuté avec Maître, et Maître a reconnu, il a dit que non, qu'il fallait qu'ils aillent renforcer l'UDDA. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont compris que quelqu'un qui vous tient, comme on dit en lari, bon, comment sortir Mouno Angandu? Tu vois,
vous êtes dans la gueule du crocodile. À ce moment, Youlou, c'est ce qu'il avait dit, je vous ai envoyé pour être formé. De cette formation, quand vous allez commencer à travailler, vous aurez les moyens qui feront votre indépendance. Donc les moyens ne viennent que quand tu as déjà travaillé, quand tu vois des pays comme la Chine, hein, de 48 pour émerger, il a fallu qu'il y ait Deng Xiaoping, hein, qui à partir de 80, 81, la Chine commençait 89, commençait à relever, sortir la tête. Mais nous, à ce moment-là, le Youlou commençait à mettre le socle. Et à ce moment même, Lazare a compris que parmi eux tous, ils n'étaient pas tous préparés. C'est pour ça qu'il a dit que la démission du président Youlou ne nous permet pas de décréter un socialisme scientifique. Ça sera invertébré. Voilà. Mais maintenant, les autres, les assoiffés du pouvoir, bon, Massamba Diba voulait le pouvoir, c'est pour dire que celui qui a construit politiquement, modernement, la région du Poul et le Congo, c'est Fulbert Youlou. Fulbert Youlou est venu, il a exécuté le plan de Machoua André Grenard, l'émancipation du peuple. Les gens doivent aller à l'école, on doit acquérir une culture, lancer une politique de formation de cadres. Ça, le président Youlou, il a lancé une politique de formation de cadres. À l'époque, quand il y avait Tchikaya n'envoyait que des Vili. C'est Youlou qui est venu faire la diversification de points des gens du Nord, de tout le Congo, voilà, pour qu'ils viennent faire des études. C'est le président Youlou. Donc, ce qui fait que sa base qui devait l'aider, ceux qui ont été formés à l'école, ils se sont mis à gauche par facilité. Tu vois? Donc, la phraséologie et non pas la pratique. De ce qui fait que quand ils ont fait tomber le socle, ils se sont disputés entre eux, il y a eu des assassinats. Ce qui fait que de la démocratie, nous sommes rentrés à l'arbitraire. De cet arbitraire, nous avons perdu des gens, la médiocrité est née, et c'est ce que nous voyons les Sassou Nguesso, la médiocrité d'Elisouba quand quelqu'un qui n'a pas de réponse à ce que Mastrokota avait dit et qui cherche à liquider Mastrokota. C'est là où on a pris la jeunesse, on a donné à la jeunesse des armes, la défense civique. Ce qui fait que l'autonomie dont on parle, l'autonomie de la volonté aujourd'hui, l'autonomie c'est comme se conduire soi-même. Est-ce que nous sommes capables de nous conduire nous-mêmes? Ce qui fait que des gens comme les Sassou Nguesso, le PCD, tout ça c'est zéro. Il y a rien. Donc il n'y a eu aucun socle. Donc aussitôt, vous écartez Youlou, vous le mettez en prison. Les Matsokota vous tuez. Ibaliko, on n'a jamais parlé souvent de lui. Ibaliko oui, qui était assassiné. Oui, vraiment. Oui. Poursuivi et assassiné à Kinshasa. Exact. Les Nganzari qui meurent. Moussa Bakani mis en arrestation, envoyé en Chine. Les Kiganga qui sont aussi délaissés. Ce qui fait que Massamba Diba, même en tant qu'originaire du Poul, n'avait plus de socle pour réfléchir. Il n'avait plus personne. Ce qui fait que les Noumazalaï et les Lissouba l'ont ceinturé. Et quand ils l'ont ceinturé, le président Diba ne pouvait plus rien faire. Donc ils l'ont emmené dans les assassinats, dans ce qui n'existait pas. Ils ont ramené la révolution culturelle. La révolution culturelle que Mao avait lancée, du fait que dire, bon, il y avait certains qui voulaient revenir à la tradition chinoise pour mener la révolution. C'est pour ça que les Deng Xiaoping ont été reformés à cette époque. Mais en revenant, Deng Xiaoping, c'est le patron de la modernisation de la Chine. Ce qui fait que ceux-là n'avaient pas compris. C'est pour ça que Matsokota disait qu'ils avaient une lecture livresque du marxisme. Les Lissouba, les Ndalagrai et les Noumazalaï, ils ne connaissaient rien. Donc ils ne connaissaient rien. Ces hommes qui ne connaissaient rien, ils ont voulu emmener le Congo où? C'est ce Congo-là qu'on voit aujourd'hui. Où vous avez voulu emmener le Congo? Donc avec des gens qui n'étaient pas équilibrés, les Mariens Gwabi, les Yombi et tout ce monde. Il n'y avait rien. C'est ce qui fait que
Ils n'ont pas construit même le Nord. Même le Nord aujourd'hui se trouve sans cadre qui montre la vision. Ils n'ont personne. Là, ils font des blagues, voilà, dans toute une partie. Comment veux-tu qu'ils puissent avoir des cadres, d'autant plus que le système est devenu un système familial. Tu ne peux pas imaginer toute la famille de Sassou Nguesso est dans l'appareil d'État, dans l'appareil politique, et ils sont au Parlement, ils sont dans tous les rouages du pouvoir. C'est-à-dire que ça soit même au niveau des entreprises. Mais le Congo est dirigé par les Sassou Nguesso, par les Nguesso si tu veux. Donc tout ça c'est connu. Donc ce sont des aveugles politiquement, économiquement. Parce que aujourd'hui, le clan, il a pris toute l'armée. Comme disait une personne africaine là, que j'ai suivie, bon, il a raison lorsque il parle justement du fait que la France devrait changer de paradigme. Parce que les coups d'État, aujourd'hui, les coups d'État qui se passent en Afrique ne peuvent être salutaires que si ces coups d'État remédiaient justement à cette difficulté de la confiscation du pouvoir par un clan. Il faut que ces coups d'État soient salvateurs, c'est-à-dire donc encourager l'état de droit, et c'est-à-dire que pour qu'il y ait la primauté du droit, qu'on favorise les élections libres, qu'on favorise également la bonne gouvernance, la tolérance, l'expression libre des citoyens, des partis politiques pouvant évoluer sans contrainte, sans être menacés, sans être en insécurité, que les populations puissent participer à la vie politique réellement. Voilà. Mais maître, la question dont tu viens de soulever des coups d'État, les coups d'État ne sont arrivés en Afrique par la défaillance des cadres intellectuels qui ont voulu, comme les Lissouba, qui n'ont jamais été civilisés. La civilisation suppose que tu marches avec le droit. Toute chose, tu signes des contrats. Donc l'État est contractuel. Donc toute chose, donc on met des lois, ce sont ces lois-là qui garantissent la vie des citoyens et de tout le monde. C'est ce qu'on avait avec la constitution de 61 qu'on avait de Philbert Youlou. Tout était socle qui était sur le droit. Dès lors qu'on a renversé le président Youlou, nous sommes allés dans des petites constitutions qu'on appelle des constitutions loi-programme. Des constitutions à la soviétique à l'époque, qui restreignent les droits, parce que les soviétiques à l'époque, quand ils ont lancé la première constitution de 17, était une bonne constitution qui permettait la liberté d'écrire, la liberté de critique. Et quand le Parti communiste à l'époque a compris que cette constitution donnait aux Russes la possibilité de critiquer, de faire, ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Donc en 63, comme disait Maître Aloïse Massengo, on a changé de projet de société. Un projet de société qui était un projet qui était contraire à nos mœurs, à une façon de vivre. On a relégué nos ancêtres au dehors. Les vieux étaient devenus les mauvais. Les paysans étaient devenus les mauvais. Donc l'arrière-pays était abandonné. Il était abandonné. On a mis au barrage du tué une carte d'identité. Ce qui fait qu'un paysan ne pouvait même pas venir à Brazzaville. C'était la peur totale. On a mis la peur dans le peuple. Ce qui fait qu'il n'y avait plus de lien. Ce qui fait que quand un homme, un civil est intègre, il est droit, dans un pays, il n'y a pas de coup d'État. Parce que le militaire a sa place, a ses droits, il vit dans des bons camps, il a une carrière où l'État le paye. Tout ce qu'il est comme la condition sur Youlou, les militaires avaient tout. Nous avons eu à l'intendance une grande manufacture où on faisait des tenues, des chaussures pour les militaires.
Il y avait tout. Maintenant, on a donné le marché des tenues à la famille Sassou. Tu vois, toute l'administration. Et ça, alors que ça devait être la production même de l'armée. L'armée avait ses menuisiers, l'armée avait ses maçons, l'armée avait ses tailleurs. Mais c'était une armée de métier. De métier. Donc tout le monde, quand tu rentrais, c'est pas des gens seulement des artilleurs, des gens qui s'occupent qu'à essuyer les armes tous les matins et tout, ou à chercher à courir les jeudis, parce qu'au Congo, les militaires ne font que les entraînements physiques, comme on dit, le jeudi. Alors que là, c'était régulier, ils partaient au champ de tir et tout. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la force armée congolaise, il y a des gens qui ne savent même pas manier les armes. Parce qu'ils ne font plus ces entraînements qu'ils faisaient. Ils ne partaient pas au champ de tir. Ils ont peur. Mais il y a des... Il y a que la garde présidentielle. Il y a que la garde présidentielle qui est pratiquement outillée, qui fait des entraînements, qui va s'entraîner justement, mais les autres non. Vous voyez même les commissariats n'ont plus d'armes. Et d'ailleurs, quand Sassou va être dégagé, la police n'aura pas les armes que nous avons, les armes de guerre dans leur commissariat, non. Les PMK, ce sont des armes de guerre. Ils doivent avoir des pistolets, des bâtons, des armes tout juste, comment dire, pas, comment dire, offensif, non. Ça, on ne peut pas accepter. Mais maître, la question dont tu parles des coups d'État, les coups d'État ne peuvent pas venir s'il n'y a pas un désordre. C'est parce que tout au long de cette indépendance, tous ceux qui sont venus, c'était que des gens y parlaient la phraséologie. Et maintenant, on a vu comment Sankara, avec la pratique qu'il avait, comment il a emmené un espoir dans son pays, au Burkina. Comment il a fait bouger les choses. Et quand on voit que chez nous, ceux qui ont été à l'école, souvent après 63, on a formé des étudiants, on les a envoyés à l'Est. Ce qui fait que l'expérience de l'Est ne collait pas avec l'État. Ce qui fait qu'ils avaient détruit l'État, le socle de l'État. Attends. Je pense que le patriarche Victor Matondo peut intervenir. Hein. Tu peux rebondir à chaque question. Parce qu'il ne faut pas être là aussi spectateur, non? Non, c'est bon. Il faut rebondir. Hein. De toute façon, je crois qu'on va changer le sujet. Peut-être pas le sujet, mais on va aborder un autre aspect. Non, mais maître, tu peux laisser Yato un peu dire ce qu'il devait dire. Non, mais j'écoutais parce que certaines choses que je ne savais pas, je ne connaissais pas. Donc, heureusement, j'apprends, c'est pour cela que je vous écoute. Attentivement et religieusement. Merci le patriarche. Merci beaucoup. Parce que je devais rebondir sur le patriarche en disant que le patriarche, je lui donne beaucoup de grandeur en l'expérience qu'il nous a montré sur le Diawara, parce que je voulais un peu parler de Ange Diawara pour montrer comment nos militaires, à partir de 63, nous avons eu des jeunes qui sont rentrés en politique, qui n'ont pas été formés. Et Ange Diawara, les Pungi, toute cette génération, ils ne faisaient que lire les livres. Et ce qu'ils lisaient ne correspondait pas à leur peuple. Mais aujourd'hui, dans la tradition Congo, il est dit au Mbongi, le plus intelligent soit là, celui qui est le bandit soit là, le plus bête soit là, les plus intelligents soient là, les grands, ceux qui aiment le dialogue soient là, donc les gars sages soient là. Et cet ensemble faisait que ça régulait, ça apportait la concorde. Ce que vous voyez le plus bête, le plus intelligent ne le voyait pas. Ce que vous voyez le plus intelligent, le plus bête ne le voyait pas. Donc c'est un puzzle conformé qui fondait cela. Mais à partir de 63, on a dit non.
à la majorité du peuple congolais, taisez-vous. Nous avons la solution. Donc les Diaora n'ont pas été formés. Massamba Diba ne pouvait pas former Diaora. Ce qui fait que c'était le vide. Ils ont évolué comme ça, comme ça dans la pagaille. Ce qui fait que quand Diaora, après le coup d'État, il va retrouver sa localité, ce qu'il était, sa coutume. Comme me disait Yatondo, Diawara, il a appris vite l'Ari quand il parlait au Maki, l'Ari très très bien. Donc il a appris son essence. Et quand il était avec les autres, il ne savait pas que les autres n'étaient pas comme lui. Il pensait tout d'abord leur localité. Diawara a sauté la localité pour aller dans la nation. Mais dans la nation il y avait personne. Personne ne pensait la nation. Ce qui fait que, maître, comme tu parles de la question du fédéralisme, pour aller au panafricanisme, il faut tout d'abord être du local. Construire, aménager ce local, et après, la région on vient à la nation. De cette nation, l'expérience que nous aurons du peuple congolais, le peuple gabonais va le suivre, le peuple du Congo-Kinshasa va le suivre, les autres peuples. C'est comme Sankara, ce qu'il a montré, ce qui était possible pour un peuple dont on dit qu'il est pauvre, en si peu de temps, en se prenant en main, en étant intègre. Surtout le problème de l'intégrité. Soyons intègres. Et tu as parlé d'un mot aussi, la tolérance. Il faut accepter que Maître Massengo Tchassé dise ceci. Hein? Il faut l'accepter. Que la terre, elle est unique du Congo. Et nous devons, dans cet espace, construire la tolérance. Dire que non, l'idée qu'il porte, c'est une idée, il a pensé, et que cette idée, il doit aussi porter ses graines dans le pays. Et vous ne pouvez pas chasser cette idée, parce que si vos graines ne peuvent pas faire pousser quelque chose. Donc les Diaora, à un moment donné, en même temps, dans ce parti unique, ils n'avaient plus de voix. Il n'avait plus de voix, il ne pouvait plus. Ce qu'il voyait, qu'il dénonçait, il fallait sortir de la structure pour faire un coup d'État. Donc à l'intérieur, les voix du Diaora n'étaient pas entendues. Tout le monde était pas. Donc il a fallu qu'ils prennent les armes pour. Tu vois, et comme ils étaient éloignés du peuple, mais aujourd'hui le mouvement qui se passe, les militaires veulent aider la société civile. La société, donc c'est l'union dans une démocratie du peuple et de l'armée. Mais actuellement, les militaires n'aident pas la société civile. Au contraire, les militaires matraquent la société civile aujourd'hui. Parce que les militaires ont choisi... Congo, non. Dans les autres pays, moi je dis, l'expérience de l'Afrique de l'Ouest, du Niger, que nous devons développer. Ouais, voilà. Du Niger, du Mali, nous devons développer, maître, que nous devons apporter notre essence comme la charte des droits de l'homme que à un moment donné en 88 que tu as fait sortir là. C'est très important que les gens apprennent ce qu'ils sont, reprendre leur dignité. Non, c'est l'ouvrage. On a enlevé la dignité aux gens. J'appelle toujours les Africains à lire cet ouvrage qui est très précieux. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? C'est un ouvrage qui a été publié, voici aujourd'hui 35 ans. Mais aujourd'hui, ce que j'ai dit dans ce livre, il y a 35 ans, c'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons. Parce que le combat, aujourd'hui, des panafricanistes, devait également se focaliser sur cet ouvrage, qui malheureusement, même si il est beaucoup ventilé, mais on n'a pas mis en application. Parce que c'est le fondement même. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est la première loi des Africains. Les Africains n'ont pas besoin d'aller ailleurs, chercher des lois, chercher des instruments. C'est le texte le plus parfait. Vraiment, c'est le texte le plus... Je le recommande parce que vous avez tout l'énoncé. Les rédacteurs de ce texte, parce que nous, en tant qu'association des juristes africains, jeunes juristes africains, en 79, lorsqu'on nous a consultés avec les Benangom et autres, bon, il y a eu des grands comme les Kembambaye qui ont rédigé, qui étaient à l'époque président de la Cour suprême au Sénégal. Il y a eu des talentueux juristes qui nous ont précédés, qui ont regardé ce texte.
Mais lorsque Kadhafi a dit non, dans ce texte-là, il faut ajouter la mention peuple. C'est pour que les peuples africains préservent leur tradition, leur culture. Et c'est ça qui se passe. Parce que les droits de l'homme, les gens oublient. Et ça, j'aimerais mieux en parler sérieusement pour dire que beaucoup d'Africains ignorent, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont indivisibles. Il y a aujourd'hui, je peux dire, la 3e ou la 4e génération des droits de l'homme. La première génération des droits de l'homme, c'est les droits civils et politiques. Et la 2e génération des droits de l'homme, c'est les droits socio-économiques et culturels. Maintenant, nous avons la 3e génération, ce qu'on appelle le droit au développement. Et par après, il y a eu le droit à l'environnement, dont on parle aujourd'hui, le droit à la paix, donc, et les autres droits qui se succèdent. Parce que dans le droit socio-économique et culturel, vous avez tout. Hein? Vous avez tout, c'est détaillé, le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale, mais ces droits ne sont pas respectés. Bon, les droits des travailleurs et tout ça. Mais il y a les premiers droits, les droits de la première génération, qui ne sont pas des droits coûteux, les droits civils et politiques. Parce que si ces droits civils et politiques étaient respectés, nombreux ne seraient pas à l'étranger. Les gens n'allaient pas fuir leur pays pour mourir dans la Méditerranée. Les gens n'allaient pas mourir dans le désert de Tunisie ou de la Libye ou encore de l'Algérie. Parce qu'ils fuient la misère. Parce que justement, les droits économiques n'ont pas été justement favorisés. Donc nous nous battons d'abord pour dire que ce sont toute la question politique. C'est là où nous disons aux Français, et justement, qui favorisent justement les violations de ces droits, en disant, vous êtes un pays de liberté, des droits de l'homme et tout. On dit, la France est le berceau des droits de l'homme. C'est vrai, eux, ils n'ont développé que la première génération des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits civils et politiques, mais ils ont aussi développé un aspect des droits économiques. Lorsqu'ils parlent du droit au travail, lorsqu'ils parlent de la propriété. Parce que par exemple, moi, il y a une bandite qui est sortie de nulle part, soi-disant une fille ou une nièce de Ntsika Kabala, qui va prendre mon terrain à Loua et il va ériger un mur, les gens vont regarder, et parce que, profitant du fait que le chef de quartier, le chef de bloc est mort, celui qui avait les dossiers, et que le propriétaire n'étant pas là, on va corrompre là-bas, alors qu'ils n'ont pas le droit d'y aller pour raconter seulement des histoires que la personne... Ça, c'est une question que je vais développer, mais en fait, je vais attirer l'attention du procureur de la République, notamment au Congakala, pour dire non, de voir cette question. Parce que ce n'est pas parce que les gens sont en exil qu'on va leur exproprier les terrains par des voyous, par des voleuses ou des voleurs. Et ça, j'en appelle justement aux autorités de veiller à cela. Ce n'est pas le fait aujourd'hui, tu as un terrain, si la personne n'est pas là, tu élargis et tout. Mais un jour, on peut casser et la maison et tout ce que tu as fait. Donc, parce qu'on n'est pas dans un état de droit. Il y a des droits qui ne nécessitent pas de moyens. Et ces droits qui ne nécessitent pas de moyens, ce sont les droits civils et politiques. Mais les droits socio-économiques nécessitent des moyens, et ce sont des moyens qu'on demande, justement, qu'on demande par des aides, par des prêts, par le soutien qu'on peut avoir d'autres puissances qui ont suffisamment de moyens que nous, pour essayer d'avoir une meilleure santé, pour avoir une meilleure éducation, pour avoir également les meilleures conditions d'existence. Voilà. Mais maître, tu venais de souligner, parce que nous sommes dans le grand chantier qui va se faire en Afrique, où les peuples réclament la probité et que les Africains soient africains avant de devenir autre chose. Donc on était en train de parler sur... concernant, moi je suis dans une ville qui s'appelle Meaux, qui est dans la Seine-et-Marne. Et la mairie est bien gérée, ce qui fait que l'habitant de Meaux a de l'infrastructure là où il y a la présence des services extérieurs de l'État, le trésor public, les hôpitaux, tout existe. Mais dans nos régions, là où nous sommes, dans les régions où nous sommes,
tout est démuni. Cet espace, il n'y a rien. Pour que le citoyen soit civilisé déjà, qu'il sache que non, à côté, il y a une école publique, à côté, il y a le trésor public, à côté, il y a la poste, il y a tout ça. Donc, tous nos régions sont vides. Ce sont des déserts administratifs. Et nous devons commencer par l'aménagement du territoire, dans ce fait que les droits civils et politiques dont tu parles, parce que 1789 dit que le premier principe, c'est l'égalité de tous devant la loi. Voilà. Ce qui peut nous montrer, c'est, comme on appelle, la capacité que tu as. Si tu as du talent, la nation te donne ce pouvoir d'être au devant, de montrer le chemin. Deuxième chose, on dit que le principe d'une association politique, c'est les droits naturels et politiques, c'est la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. Tout ça. Donc, ce qui forme le socle de l'homme, si l'homme n'a pas cela, il n'a pas la culture de l'institution. C'est ça la culture de l'institution. Tu te mets dans cela pour que tu puisses respecter ton environnement. Et puis, en allant dans ce que le président Hulot avait dans son livre « J'accuse la Chine », il y a le christianisme démocratique que Hulot avait lancé. Le christianisme démocratique. Ce qui signifie que le commandement que Matthieu avait dit, quels sont, quand on a demandé dans l'évangile selon Matthieu à Jésus-Christ, quels sont les plus grands commandements de la loi? Jésus a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Toi-même. Ta visibilité n'est que quand tu consacres cette réciprocité à Maître Saint-Gaudens. Quand tu consacres cela à d'autres qui sont de la même région. Quand vous unifiez dans ce que de jouir en commun le droit, à partir de cela, vous vous êtes institutionnalisé. Et c'est ça le combat qui va remettre l'Afrique dans sa dignité, de respecter l'autre, le plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Cette échelle-là, ce qui fait que tu montes et tu descends. Ici, ça n'existe pas. Un pays ne peut pas exister. Il y a des gens qui s'octroient des droits qu'ils n'ont pas, qui prennent de l'argent qui n'est pas à eux. Il faut tout d'abord être intègre. Celui qui est intègre, qui est pur, c'est celui qui se lève, qui va au devant d'un État. On ne peut pas. On ne peut pas aller à un gars de la magouille, prendre de l'argent de l'Afrique, de ramener ici. Donc le premier problème, comme on s'est dit, c'est cela. C'est ce qui a manqué dans des structures. C'est pour ça qu'il y a eu des coups d'État. C'est pour ça que les Diaora, la sensibilité qu'ils avaient en eux, que le pays n'allait plus, ils ont dit que c'est pas ça. Mais comme la structure du parti était contre la justice, parce que mais le grand chantier que l'Afrique va mener, c'est la justice sociale, la justice comme élément, comme principe le plus élevé. Dans la justice, il y a la liberté. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas bâtir un pays. Pourquoi on parle de l'état de droit? Et pourquoi nous parlons, nous, du respect de la primauté du droit? Mais la primauté du droit, c'est mon cheval de bataille. Et si on est incompris, c'est parce que nous respectons justement cette primauté du droit. C'est-à-dire nous sommes des gens, comme on dit chez nous, nous respectons les Micheno. Ce sont les lois. Si vous ne respectez pas les règles dans une société, mais c'est une société anarchique, vous ne ferez rien de bon. Chacun viendra faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut et tout. C'est pour ça que nous voyons les Sassou s'accaparer de tout l'appareil politique, l'appareil judiciaire, l'appareil, la force publique. Parce que quand tu me parles justement de cette expérience des militaires qui font des coups d'État parce que justement les gens gèrent mal l'affaire publique. Et c'est tout à fait normal que l'armée, qui est garant de l'indépendance et de la sécurité du pays, se soulève justement pour remettre les choses à plat. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais dans le cadre qui est le nôtre, nous disons tout simplement que nous n'allons pas aussi dire que bon, ce sont des Français qui font ça, alors que ce sont nos propres frères
qui sont là, qui s'accaparent du pouvoir, nous pouvons le balayer. Sassou, c'est un peureux. Regardez un homme, je l'ai dit tout à l'heure au début, si ce n'était pas un homme peureux, mais pourquoi il ne fait pas confiance aux Congolais? Il a bien fait sa campagne dernièrement en disant oui, il faut l'agriculture, bon, les safous, les maniocs et tout ça. Il va nous prendre des Rwandais. Il avait son plan. Mais c'est pas normal. C'est un homme qui est malade. Il faut le dire, ça est malade. Sa tête ne tourne pas. Je pense que c'est une question importante qu'il faut soulever. Parce qu'aujourd'hui, le véritable débat, c'est pas le débat qui se fait dans les réseaux sociaux où il y a eu des gens qui sont pas tellement cultivés, qui prennent les choses comme ça, qui ne comprennent pas qu'ils se mettent en danger eux-mêmes. Ils mettent également, ils hypothèquent la vie et l'avenir de leurs enfants. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre de l'argent. Mais demain, on va leur interroger, même si nous, demain, on n'est plus sur place. Mais on aura dit ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a publié le livre. Et d'ailleurs, le doyen patriarche Matondo, que je vois à côté de sa bibliothèque avec plein de bouquins là, j'ai vu qu'il a mis en exergue un bouquin, celui du Camerounais et mon bouquin. Alors, je te remercie, doyen. Tu peux peut-être aborder la question aussi. Hein? Oui, moi je vais surtout revenir sur la vente de nos terres. Et si jusqu'à présent les Congolais ne savent pas ce qu'est Kagame, c'est pour cela que j'ai donc j'ai fait une petite annonce en demandant aux Congolais de pouvoir s'acheter ce livre de Charles Onana, Holocauste au Congo. Et là, en lisant, nous comprendrons ce qu'est Kagame. Sassou, c'est pas quelqu'un qui aime le Congo. S'il aimait le Congo, je pense qu'on n'en serait pas là. On n'en serait pas là, et ça, je lui dis, c'est tout à fait exact. Moi, jusque-là, l'utilité des Rwandais au Congo, je ne la vois pas. Parce que nous sommes des travailleurs. Les Congolais, il suffit seulement de leur donner les moyens, et là, j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux où les mamans qui cultivent les fraises au Congo. Et quelques-uns de mes amis ne savaient pas qu'au Congo, on pouvait aussi cultiver la fraise. Les fraises. Moi, la question plutôt que je me pose, et je me pose dans la journée ou combien de fois, quelle est l'utilité des Rwandais au Congo si ce n'est que pour la conservation du pouvoir? Ces Rwandais vont venir au Congo, ils vont s'installer comme de l'autre côté du Kinshasa, les Banamouniengue, on les appelle, mais c'est ça, leurs parents ou leurs grands-parents, c'est des Rwandais. Ils revendiquent aussi ces terres-là. Ces Rwandais, Sassou va les accueillir en bras ouverts parce que tout simplement, quand il aura besoin d'eux, comme ce qui s'est passé en 97-99, ces Rwandais, ils nous ont combattus. Et encore une autre chose qui me fait peur, moi, c'est-à-dire le conflit Hutu-Tutsi, il risque d'être importé au Congo. Parce que jusque-là, moi je ne comprends pas la position du Sassou. Après le génocide de 94, les premiers Rwandais qui sont venus au Congo qu'on a accueillis, c'était les Hutus. Et là, que fait Sassou? Il va chercher les Tutsis. Ces deux ethnies qui ne s'entendent pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc,
ils vont se faire la guerre dans un pays qui n'est pas le leur. Est-ce que vraiment un Congolais qui réfléchit, c'est vraiment c'est un véritable Congolais, le serait non seulement c'est accaparé du pétrole et d'autres minerais, et là voilà c'est la terre qu'on est en train de brader comme ça. Et là je vais dire maintenant à Roga Roga, lors d'un concert, je ne sais pas, un orchestre de Kinshasa qui était à Braza, c'est quoi il est commis Makambo Yamabeli, pourtant c'était un concert. Là, c'est vraiment, là, c'est exactement l'Ikambo Yamabeli. L'Ikambo Yamabeli, parce que si nous ne nous battons pas, eh bien, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, à nos parents et à nos petits-enfants? Voilà. Les générations futures comme ça, il s'en fout éperdument. Il s'en fout éperdument. Pour lui, ce qui importe le plus, c'est bon, qu'il vive bien. Et là, je vais vous dire, je venais de voir les résultats des sénatoriales. Eh bien, il y a une Sassou qui est dedans qui est sénatrice. Vous vous rendez compte? Malgré le pays qu'ils ont pillé, malgré le pays qui c'est pas suffisant, alors, c'est quand même un peu de tenue. Mais il n'y a pas une autre. Il n'y a pas un Nguesso, non? Parce qu'il y avait aussi un Nguesso. Là, il y a une Nguesso qui est là. Il y a une Nguesso qui est là. Non, parce qu'il y avait Nguesso, le frère d'Edgar, qui était candidat à Pointe-Noire, Wilfried Nguesso. Ça, c'est la ville de Brazzaville. Hein. Ah, bon, ça va. Les résultats que nous avons là, c'est la ville de Brazzaville. Voilà. Où, curieusement, Ngolo a fait 100%. Vous vous rendez compte? 100% à Brazzaville. Un candidat fait 100%, quoi. Ouais. C'est pas qu'est-ce qu'il a fait pour le pays, pour qu'il ait... Non, mais c'est même ridicule. C'est même ridicule. Parce qu'après tout, c'est vraiment ridicule. C'est le score stalinien. Hein? Ah, ça, ouais. Donc, c'est vrai, il faudrait vraiment que le Congolais prenne conscience. Sinon, eh ben, nous n'aurons plus nos yeux pour pleurer. Et voilà. Ok. Donc, on peut continuer sur notre sujet. Oui, moi, je voulais encore répondre sur ce que le patriarche vient de dire. Hein, parce que si vous voyez, historiquement, il y avait un article qui était sorti sur Afrique Éducation. Moi, j'étais souvent avec Jean-Pierre Diaye. Malheureusement, il est décédé. Bon, voilà, c'était un grand africaniste, quelqu'un qui s'est battu pour l'élévation du peuple africain de la peau noire. Il est allé même jusqu'au Timor pour défendre les Noirs qui étaient là-bas en Papouasie. Il a défendu au Soudan. À l'époque, il avait adressé une lettre à Senghor de la situation des Noirs au Soudan avant que le Soudan se divise. Et puis le problème des Noirs en Mauritanie qui étaient sous esclavage. Jean-Pierre Diaye s'est battu pour cela. C'est une cause, même quand il est allé en Malaisie, là-bas on l'avait expulsé. Du fait qu'on dit comment un Africain comme ça qui vient chez nous là pour se battre pour les Calédoniens et les autres qui sont là-bas. Parce qu'en fait, le problème dont les Rwandais et les Ougandais sont venus au Congo-Kinshasa, ça a été pensé par les Mandela. Les Mandela, quand il a été au Congo-Kinshasa en 1961, le Congo-Kinshasa, c'était le deuxième pays le plus industrialisé de l'Afrique après l'Afrique du Sud. Voilà. Au retour de Mandela, en 90 au Congo-Kinshasa, il voit un pays à terre. Donc Mobutu a tout détruit, les fondements, tout le socle. Et dans cette réflexion, Mandela pense, on lance un slogan, l'Afrique aux Africains. Cette Afrique aux Africains va commencer Mandela, attendons, rectifions les choses. L'Afrique aux Africains n'a pas été lancée par Mandela. Mandela a repris... Non, j'ai pas dit que... Voilà. J'ai pas dit que non, le programme qu'il va lancer... Oui, parce que ce slogan a été lancé pour la première fois par Fulbert Youlou
Et c'est pour cela que ce personnage que les gens ont voulu bannir, voulu oublier par notre méchanceté, par notre haine, alors que c'est pour ne pas dire c'est notre prophète, c'est lui qui a tout prévu. Quand on dit l'Afrique aux Africains, quand il est allé aux États-Unis rencontrer le président Kennedy, il a demandé, il a voulu faire de l'Afrique les États-Unis d'Afrique, se réunir avec ses pairs. C'est pour ça qu'ils ont créé l'Organisation de l'Unité africaine. Donc je voulais relever ça parce que c'est très important quand même pour l'histoire. Non, mais je suis pas contre cela. C'est vrai que Youlou disait oui, toujours parce que les problèmes moi je suis vraiment contre les gens qui ont diabolisé Fulbert Youlou. Et c'est pas normal. C'est même criminel. Hein, les gens qui, certains même qui se disent intellectuels ou écrivains, qui ne connaissent pas l'histoire, qui parlent de Youlou défroqué et tout, alors qu'il n'a jamais été défroqué, comme l'a dit Marcel Sida. C'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, parce que si tu lis tribalement l'histoire, un homme doit être objectif. Voilà. C'est l'objectivité qui va. Non, mais c'est pour cela d'ailleurs, dans le cadre de cette objectivité, je voulais souligner un fait important où je rends hommage au Kongakala qui nous a, bon, dans ce sens que l'affaire de Félicité Massamba-Deva qui a été assassinée, on a trouvé, dans ces enquêtes, on a trouvé des bandits, bon, qui sont répertoriés, c'est déjà bien. C'est déjà bien que de faire endosser cette responsabilité aux membres de la famille pour diviser la famille. Alors c'est pas normal parce que on a eu dans les journaux des gens dire oui, la fille qui parlait, c'est elle-même qui a tué sa sœur avec la complicité de Lynn. Moi ça m'avait écœuré, j'ai dit mais comment vous pouvez sortir des choses comme ça qui dérangent et tout. Mais vous occultez le banditisme, les bébés noirs, tous les groupes qu'il y a, les enfants qui ont des machettes, les voleurs de tout. Mais comme on a retrouvé, si vous voulez, on a eu des indices pour dire que c'est quand même des gens qui sont extérieurs à la famille, qui sont venus assassiner Félicité. C'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer. Vous pouvez continuer. Oui, donc comme je disais, quand Mandela va dire que nous allons lancer des entités en Afrique qui vont être des blocs économiques pour redonner à l'Afrique son sens. Donc le premier bloc, qui constituait pas mal des pays de l'Afrique de l'Est autour de l'Afrique du Sud, le deuxième pôle qui était pour l'Afrique centrale, c'était le Congo-Kinshasa. Ouais. L'autre pôle, c'était le Nigeria. Cinquième, c'est l'Égypte. À ce moment-là, il fallait se débarrasser de Mobutu. C'est là où ils ont eu l'idée que Museveni et Kagame pouvaient aider le Congo-Kinshasa parce qu'ils avaient loupé la conférence nationale. La conférence nationale au Congo-Kinshasa était partie en échec. Ce qui fait que Mobutu avait repris les rênes du pouvoir sans avoir les moyens maintenant de conduire. Donc quand les Rwandais et les Ougandais, ils avaient quelque chose dans la tête, s'accaparer de ce pays. Donc ils sont venus, ils ont détruit le projet qui devait relever l'Afrique. Et à ce moment-là, quand ils sont arrivés au Congo-Kinshasa, en même temps, ils ont fait la lutte, la chasse aux Hutus. Ces Hutus-là, à l'est là-bas, ils sont venus jusqu'au Congo-Brazzaville. Oui, bon, je voulais justement rebondir sur ça. Mais en fait... Mais parce que je voulais te montrer comment il y a une suite là. Oui, mais parce que pour ne pas perdre le fil de mes idées, ce qu'a dit le patriarche tout à l'heure, Yatondo, à propos des Hutus qui étaient venus au Congo. Mais les Hutus, quand ils sont venus au Congo, après la guerre de 1994, ils sont accueillis par l'Issouba. Et c'est d'ailleurs, je vous le dis, c'est le HCR qui avait obligé Pascal Lissouba à recevoir les Hutus. Mais je vous dis, à cette époque, nous sommes à Paris, en 1995, 96, et comme tout le monde le sait, que j'étais très proche du président Sassou, je le voyais pratiquement tous les jours, pratiquement aussi, chaque fois on déjeunait ensemble.
Mais là, je vous révèle que je suis surpris aujourd'hui. C'est lui qui s'insurgeait en disant oui, comment on peut amener les Hutus au Congo, ça va faire une nouvelle tribu au Congo, ils sont nombreux et tout. Et aujourd'hui, lui, il fait le contraire. Je tenais à révéler cela, parce que beaucoup de gens oublient. Sassou, c'est quelqu'un qui oublie, qui dit le contraire de ce qu'il pense. Et souvent, c'est ça. Donc, c'était une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer, parce que je suis témoin vivant. Moi, j'étais constamment avec Sassou, et tout le monde le sait. C'est d'ailleurs pour cela que parfois, les gens doutent du fait que je sois détaché de lui. Mais enfin, je suis détaché de lui depuis pratiquement longtemps, même avant qu'il me pourchasse. Mais parce que je suis un homme de conviction, on ne s'attache pas comme ça. Et il y a des gens qui ont menti en disant on m'a fait sortir par l'aéroport, alors que moi j'ai souffert pendant presque 13 jours dans la savane, les forêts, jusqu'à l'Osi et tout. J'ai tous les éléments d'appréciation dans ce sens-là. Bref, en tout cas, je tenais à avancer cela pour dire que Sassou, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas compter. C'est quelqu'un qui joue son jeu. Et ce jeu, comme a su bien le dire tout à l'heure le patriarche Victor Matondo, c'est le plan Mouebara qui continue. Donc vous pouvez continuer. Maître, moi j'ai abordé le problème pour le poser concrètement. Comme ils sont venus chez nous, hein, au Congo-Kinshasa, ils ont justifié par la poursuite des Hutus qui s'attaquaient encore au Rwanda. Donc il y a eu cela, c'est pour ça qu'ils sont venus, qu'ils sont rentrés par... Bon, quand Mobutu va tomber, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'accaparer de l'État du Congo-Kinshasa en étant avec Kabila. Parce que Kabila aussi a été égoïste en arrivant au pouvoir. Il a écarté la branche intérieure du pouvoir, les Tshisekedi et les autres. Donc il a gouverné qu'avec un allié qui était le Rwanda. Et maintenant, quand il s'est aperçu que cet allié devenait gênant, il y a eu cette chasse à l'homme à Kinshasa, et où les Rwandais voulaient prendre le Congo-Kinshasa grâce à l'intervention des Angolais. Ce sont les Angolais qui ont sauvé la ville de Kinshasa des Rwandais. Donc ils sont venus parce qu'ils avaient envahi le Bas-Congo. Donc les Angolais sont venus chasser les Rwandais du Bas-Congo. Mais en ce moment, quand cette masse de Hutus est chez nous, et il y a aussi la masse de la garde présidentielle de Mobutu qui va traverser sous l'Issouba, qui va être au Congo-Brazzaville. Donc Brazzaville devient un danger. Un danger. Il y a aussi le pouvoir de l'Issouba qui ne veut pas aller aux élections, qui est là, qui fait profiter cette situation à Denis Sassou Nguesso. Quand va éclater la guerre préparée de 97, tout cela vont rentrer en jeu. Les Hutus vont accompagner, et la garde présidentielle de Mobutu va accompagner Sassou. Donc les premiers massacres qui vont être dans Brazzaville et dans la région du Poul et dans le sud seront perpétrés par les Hutus et les éléments de la garde présidentielle de Mobutu dans le Poul. Donc ils vont tuer les gens. Mais quand arrive encore ce qu'on appelle les événements de 98, quand on va attaquer dans le Poul, les mêmes éléments, les Hutus et les gars de la garde présidentielle de Mobutu vont poursuivre le même en traquant les gars du Poul. Mais quand les gars du Poul vont se déplacer, vont aller au Congo, Kinshasa, ils ne vont pas être beaucoup en sécurité, puisque les Ndenge et les autres vont signer des accords que aucun Congolais ne pouvait sortir de Djili s'il n'avait pas un document de l'ambassade du Congo à Kinshasa. Ce qui fait qu'ils avaient fermé les frontières au gars du Poul. Maintenant, quand ils vont faire l'amnistie, que ça se lance l'amnistie en 99, les gens peuvent rentrer du Poul qui avait fui. Mais quand ils vont arriver, le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville et le HCR, ils ne vont pas demander comment vont être ces Congolais qui vont partir là-bas.
Et donc il y a eu ces disparus du beach, encore il y a des assassinats. Ce qui veut dire que le pouvoir du Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso a bénéficié de la complicité du pouvoir qui était au Congo-Kinshasa de Kabila. Et puis des autres situations. Ce qui fait que quand Sassou Nguesso va être au pouvoir, il va utiliser nos voisins du Congo-Kinshasa pour venir habituellement voter pour lui. Voter à chaque vote, Sassou fait déplacer des contingents de personnes du Congo-Kinshasa pour venir voter au Congo-Brazzaville. Donc il va utiliser des mercenaires hommes qui vont aider son pouvoir à s'asseoir. Tu vois, ils vont, que ce soit par les chansons, Denis Sassou Nguesso, on chante ses louanges. Ce qui fait que, connaissant la situation de démographie qui n'est pas tellement poussée au nord de la République, parce que c'est 0,54 habitants kilomètre carré par rapport au sud qui est 2,4 habitants kilomètre carré, il va toujours jouer dans cela. Hein? Diminuer la population du sud. Maintenant, la question du pouvoir qui est fondamentale, comme dit le patriarche Yatondo. Pourquoi le pouvoir? Personne, depuis la naissance de notre humanité, personne n'est né avec le pouvoir. Le pouvoir vient dans chaque groupe, dans chaque individu, quand quelqu'un a des talents. Il montre à la collectivité tout autour qu'il est, qu'il peut diriger le groupe, qu'il peut apporter les bienfaits au groupe, qu'il peut protéger son groupe. La première des choses, c'est de protéger le groupe et lui assurer l'éducation, de lui assurer à manger. Ça, ce sont des phénomènes très importants pour eux. Mais maintenant, le pouvoir, quand tous se sont sentis qu'il y a quelque chose qu'on peut être ensemble tous, naît un État. Dans cet État, le pouvoir des choses publiques, il n'appartient pas à une tribu. C'est celui qui va montrer ses capacités dont les Congolais vont adhérer à ce qu'il veut. C'est lui qui doit être au devant. Est-ce qu'on constate que tout est truqué? C'est ce qu'en Afrique de l'Ouest, on dit non. Ce sont des pouvoirs de contentat. Et puis je voulais aussi ajouter que quand Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir, dans une interview à Europe 1, il faut le rechercher. Il faut rechercher entre 97, 98 ou bien 99. Chez El Kabach, Sassou a dit « Je suis le représentant de la France. Je défends les intérêts des Français au Congo. Je ne défends pas les intérêts des Congolais. » Et Sassou l'a dit. C'est passé sur Europe 1, on l'a suivi. Il est là pour défendre les intérêts des Français et non pas des Congolais. Oui, bon, ça c'est connu, ça c'est connu. Moi je crois que bon, oui, ça fait plus d'une heure. Attends, Fernand, oui. Ça fait plus d'une heure qu'on est en train de parler. C'est un sujet qu'on va développer plus tard parce que tu vas résumer, hein, tu vas le résumer parce que il faut synthétiser. Notre doyen va conclure. Non, j'ai fini, j'ai expliqué. Le pouvoir n'est pas familial, n'est pas inné. On appelle ça, quand on est dans une république, la république. C'est celui qui a le talent, c'est celui qui est vertueux, c'est celui qui doit être à la tête d'un État. Les élections ne doivent pas être truquées. L'administration qui est truquée et tout, rien. Tout est autour d'un clan, d'une tribu. Et la politique, depuis, comme je voulais dire, je voulais finir par là en disant que depuis le coup d'État de Diawara, en 77, en 72, le PCT n'existait plus. Tout s'est brisé. Le Parti congolais du travail est devenu un parti régional. Depuis lors, il n'a jamais été un parti national. Donc il faut le voir aujourd'hui. Le PCT a toujours été ce parti où la plupart des grands qui tiennent les postes de l'État sont du Nord. Les autres ne présentent qu'une périphérie. On vous utilise, bon, vous êtes du pôle, on vous met là, vous êtes, tu vois. Ils n'ont aucun pouvoir de décision. Et c'est pour ça que leurs régions sont pauvres, ils ne peuvent rien dire. Ils acceptent, ils se soumettent. Voilà, c'est ce que je venais tout juste de dire. Et qu'il fallait qu'un gars comme Sassou ne peut pas être panafricain.
Le panafricanisme commence tout d'abord par son propre pays à unir toutes les tribus qui sont là, dans une même terre, sans distinction. Et voilà, c'est ça le panafricanisme. Déjà, un peuple lié intérieurement qui peut faire face à l'étranger, comme maintenant au Niger. Donc voilà, comme au Burkina, comme au Mali. Donc voilà, je terminais par là, on dit que non, le dernier sujet qu'il a pris, qu'il est panafricaniste, il n'est pas panafricaniste. C'est quelqu'un de la division, il vient pour diviser son peuple, et puis voilà. Et c'est tout. Bon, voilà, je vous remercie. Hein, bon, voilà. Oui, merci. Avant de donner la parole à Victor Matondo, le patriarche, pour conclure, parce que c'est lui qui va conclure, moi je tenais seulement à lancer cet appel aux Congolais de faire tout de son mieux. Que le peuple congolais sache que nous devons faire pression à la France, qui continue de soutenir les dictatures, qui continue d'empêcher les Africains de s'émanciper, d'évoluer, en favorisant les élections truquées. Et comme ce qui va se passer au Gabon, avec un président malade, inapte et pratiquement incapable, qui est dans l'incapacité de diriger son pays, puisqu'il avait reconnu même lui-même. Et aujourd'hui, Macron s'apprête à aller soutenir encore Sassou Nguesso, le criminel, qui n'arrive pas à libérer des prisonniers politiques. Ça, c'est important. On ne peut pas aujourd'hui soutenir quelqu'un qui ne respecte pas l'environnement. Il est allé faire du tourisme au Brésil pour soutenir la forêt amazonienne, hein, pour prévenir, pour protéger la forêt amazonienne, mais les forêts chez nous ne sont pas protégées. Aujourd'hui, il y a une déforestation qui est importante. Ce que j'ai appelé dans mon ouvrage, il y a l'écocide, les crimes contre justement l'environnement. Voilà. Alors Yatondo, je pense que tu as le dernier mot, ou bien Fernand, tu peux rebondir par rapport à cette question aussi, mais très brièvement pour qu'on clôture. Moi, je dirais tout simplement ceci. Le Congo va mal, il va très mal, et à nous de le sauver. Personne d'autre ne le paiera à notre place. Et c'est pour ça que je dirais vraiment merci beaucoup qu'on ait fait cette émission. C'est pour éclairer certains de nos concitoyens qui ne savent pas ou qui ignorent ce qui nous attend. Ce qui nous attend parce que le monsieur qui est là, il n'est pas congolais. Vous avez vu, il est allé à Yamoussoukro où il a été couronné. Vous pouvez imaginer un gars du sud aller en Côte d'Ivoire qu'il soit couronné comme l'a été Sassou? Non. Et ça aurait été dans d'autres pays, il ne mettrait même plus pied au Congo parce que nous avons besoin d'un Congolais, un vrai Congolais qui aime son pays. Pas ce genre de Sassou. Pas le genre de Sassou. Et une fois de plus, c'est à nous d'être vigilants. C'est à nous de prendre à bas le corps ce problème de vente de terre parce que c'est pour une première fois, Massamba Deba était là, Youlou, je venais de le dire tantôt, ils n'ont jamais vendu même un carré de terre. Et là qu'il fait, c'est Sassou. Et curieusement, pourquoi il n'a pas amené ces Rwandais à Oyo? Parce qu'il n'y a pas assez de place, non? Parce que tout simplement, il veut à tout prix faire de nous des esclaves dans notre pays. Alors ça, c'est inadmissible. J'ai écouté il y a 2 jours de cela qui doit être en Allemagne. Combien même je ne partage pas
et pas mal de points de vue avec lui. Non, pour cette fois-ci, je suis d'accord avec lui, parce qu'il faudra se battre. Il faudra se battre parce que c'est une situation qui... Le nom me manque pour dire combien elle est grave. Donc, ce que nous venons de faire, c'est bien ceux qui vont nous écouter et comprendront la gravité de la situation. Et sur ce, donc, je vous dis merci et à la prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Le dernier mot peut-être revient soit à Fernand, et puis moi je veux conclure rapidement pour dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Maître, moi j'ai pas beaucoup à dire, surtout de dire que un pouvoir qui n'est pas légitime n'a aucun droit. Même étant légitime un pouvoir ne fait pas de tels actes de décision. C'est important de le dire, c'est pas un pouvoir légitime. Ils organisent l'illégitimité dans le pays. Donc un pouvoir comme ça, tout acte qu'il a fait, ce sont des actes nuls. Donc les Congolais doivent dire, bon, tout est nul ce qu'a fait Sassou. Nous devons proclamer la fin de cela et que nous retrouvons avec une conférence nationale bis, avec tout le monde. La sortie de tout le monde de prison, tout ça, que les Congolais doivent arranger leurs problèmes en famille, pour laver le linge sale en famille. Donc le grand problème fondamental qui reste, c'est cela. Conférence nationale bis, de reprendre tout notre projet qui nous permettait de vivre mieux, communément, dans la concorde. C'est la seule chose que j'avais à dire. En tout cas, merci pour ce nouveau contact, parce que c'est notre rentrée politique. Et la prochaine émission, c'est dans une semaine. Merci bien. Allez, on lance le générique. À bientôt. À bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme.